Les compétences, c'est le meilleur investissement possible. Tu vas payer une fois, tu vas acquérir des compétences qui vont te rapporter sur toute ta vie. Un freelance qui se forme, il peut faire x2 sur son CR, x3 sur son CR. Avoir des objectifs de moyens, c'est beaucoup plus sain qu'avoir des objectifs de résultats. Tu peux avoir la plus belle offre du monde, si personne n'en entend parler, c'est une coquille vide. Le monde freelance aujourd'hui saurait dire combien il gagne, mais très peu sauraient dire combien il dépense. On doit gérer sa trésorerie, comment gérer ses finances perso. On doit gérer ses finances perso, comment gérer sa trésorerie. Tu sécurises ton activité grâce à ce matelas en fait. Tu sécurises ton activité, tu sécurises ta vie personnelle. Ta vie perso aussi. Si jamais tu te mets pas dans cet état d'esprit de payer cher pour vendre cher, tu vas rester à payer peu, mais pour vendre peu. Si tu as ces deux éléments-là, tu as cette vision long terme, et tu as cette volonté de t'améliorer constamment, d'itérer sur ce que tu proposes, tu ne peux pas échouer. Welcome to the freeway. Hello Charles Elias. Salut Alexis. Et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans The Freeway. Ben, merci à toi pour l'invitation. Et The Freeway, tu le sais, c'est le freelancing game de A à Z. Et toi, tu es solopreneur dans le domaine des finances perso. Yes, exact. Formation, accompagnement, gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, justement, on va parler ensemble de tout un tas de sujets qui me passionnent personnellement. Les finances perso, mais aussi ton parcours de solopreneur. Comment tu as fait pour développer tes activités et aujourd'hui vivre de ta passion? Yes, très bien. Je ne sais pas par où tu voudrais qu'on commence. Il y a beaucoup de pistes par lesquelles on pourrait démarrer. Exactement. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est un peu de comprendre ton parcours. Comment tu en es arrivé finalement à développer ton offre de service autour de la gestion des finances personnelles. Et je crois savoir que tu as commencé en fait un peu dans mon domaine d'activité, à savoir le conseil en management. Alors, très légère correction, le conseil en stratégie. Le conseil en strat. strat. On était en cabinet de conseil, j'étais en cabinet de conseil, effectivement. Après mes études, en fait, pour faire la timeline rapide, j'avais fait classe préparatoire, j'avais fait grande école, j'ai fait l'EM Lyon, pour ceux qui connaissent. Super école, j'ai passé les meilleures années de ma vie. Et juste après ça, je suis directement rentré dans un cabinet de conseil parce que c'était considéré par mon entourage, par la société, comme étant la voie royale. Donc je me suis lancé dans cette aventure en me disant ça va être extrêmement formateur, ça va être extrêmement intense comme expérience, mais j'y allais en me disant que j'allais rester 2 ans, 3 ans maximum. La réalité m'a rattrapé assez vite. Au bout d'un an, 1 an et demi, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. J'étais dans un environnement non pas qui était intrinsèquement toxique. Les cabinets de conseil, ça forme énormément, ça convient à beaucoup de personnes, mais moi, j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place parce que je me sentais restreint dans la créativité que je pouvais apporter dans mon travail. J'étais restreint géographiquement, je pouvais pas travailler d'où je voulais. J'étais restreint temporellement parce que j'avais des horaires qui ne dépendaient, j'ai presque envie de dire, pas de moi. Mis bout à bout, tous ces éléments faisaient que je me sentais pas à ma place. Donc, j'ai voulu quitter, j'ai voulu partir. Sauf que là, la grande question de, ok, mais pour faire quoi? Et donc là, j'ai passé quelques mois à faire un travail d'introspection, à me demander qu'est-ce que je voudrais passer les 10 prochaines années de ma vie à faire. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma passion pour les finances personnelles, un petit peu pour l'investissement, qui jusqu'à présent était uniquement, on va dire, un intérêt perso, je ne l'ai jamais vu d'un point de vue professionnel, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Un besoin autour de moi, que ce soit mes proches, des amis ou même des collègues quand j'étais encore au bureau. Beaucoup de personnes qui gagnaient très bien leur vie, des personnes éduquées qui avaient fait des très bonnes études. Toutes ces personnes-là, qui pourtant étaient entre guillemets dans le haut du panier, comme on dit, personne ne savait gérer ses finances perso. Personne ne savait épargner, investir. Dans quoi? Quelles sont les options? Quels sont les pièges à éviter? Et toutes ces questions, moi j'y avais déjà un petit peu répondu parce que je m'étais intéressé à ces sujets. C'est là que j'ai compris qu'il y a un besoin et je me suis dit je vais aider les gens dans la gestion de leurs finances perso et les accompagner, les aider pour mieux gérer leur argent. Et toi, dans cette démarche finalement de recherche de lancer une offre de service, quand tu as fait la transition un peu du salariat à l'entrepreneuriat, ça a été quoi un peu tes défis que tu as rencontrés
quand tu t'es lancé, justement, tu es passé par quelles grandes étapes pour te lancer? La première étape, comme je t'ai dit, c'était de savoir ce que je voulais faire. Donc ce travail d'introspection, il a été assez long, hein. Ça a mis bien 3-4 mois avant que je prenne conscience de ce qui m'intéressait vraiment et ce qui avait un potentiel business. Ça fait penser à ce concept d'ikigai, peut-être que tu connais, Yes. un concept japonais, Ouais. où il faut trouver l'intersection des éléments de l'univers où tu es bon, où tu peux te faire payer, c'est-à-dire les gens ont un intérêt à te rémunérer pour cette activité, et que tu aimes faire, que tu aimes passer ton temps à faire. Et donc pour moi, c'était cette intersection-là, les finances perso et l'investissement. Donc une fois que j'ai identifié ce sujet-là, je me suis dit, bon, bah, comment est-ce que je vais pouvoir en faire une activité? Donc j'ai commencé un peu à me renseigner et je me suis dit, le meilleur endroit pour parler, entre guillemets, pas forcément business dans un premier temps, mais ne serait-ce que, tu vois, création d'emploi, c'était LinkedIn. Donc ma première plateforme sur laquelle je me suis vers laquelle je me suis dirigé, c'est LinkedIn. Donc je suis allé sur LinkedIn et c'est d'ailleurs en parlant à un très très bon ami à moi qui s'appelle Julien Song, qui fait des échecs et qui publie sur LinkedIn, qui m'a dit, écoute, tu devrais parler de ton centre d'intérêt, de tes finances perso, de tes investissements sur LinkedIn, parce que tu vas probablement intéresser des gens. Et donc c'est là où j'ai commencé à publier sur LinkedIn. C'était vers février 2022. Donc ça fait 2 ans aujourd'hui où j'ai commencé à parler sur LinkedIn de sujets qui m'intéressent. Et les réseaux sont plutôt bien faits, la nature humaine est plutôt bien faite. Quand tu parles d'un sujet à répétition, quand tu donnes des conseils, quand tu apportes de la valeur, les gens, ça s'identifient à peut-être tes valeurs, si tu arrives à les partager, et se disent, ah mais en fait, c'est intéressant ce qu'il dit, ça m'intéresse, et surtout ça répond à un besoin que j'avais, celui de mieux gérer ses finances perso, ou à minima de commencer déjà à gérer ses finances perso. Et donc, en comprenant qu'il y avait un besoin à ce niveau-là, donc des gens ont commencé à venir me parler en me disant, écoute Charlet, c'est pas mal ce que tu fais, t'as l'air de t'y connaître, est-ce que tu peux m'aider? Donc c'est parti de là, j'ai identifié mon besoin, on va dire mon centre d'intérêt, j'ai commencé à en parler autour de moi, c'était un besoin de la part du marché, et donc ce marché est venu progressivement vers moi. C'est tout le sujet de la création organique, de l'acquisition organique. Ça, j'avais pas forcément ces concepts-là en tête à l'époque, mais c'est venu par observation. Et une fois que les gens venaient vers moi, bah, j'ai commencé à construire une offre autour de l'accompagnement. Donc il y avait certaines personnes qui voulaient déléguer la gestion de leurs investissements. Et donc là, on entre dans un accompagnement patrimonial où certaines personnes voulaient comprendre et gérer par elles-mêmes. Ces personnes-là, j'ai pu les former. Donc je les ai formées à la gestion de leurs investissements pour qu'elles soient autonomes et que demain, elles puissent mettre à jour leur stratégie si elles le souhaitent. Alors, tu parlais de LinkedIn, et justement, c'est via LinkedIn qu'on s'est rencontrés. C'est en voyant tes posts et ta passion pour les finances perso que je me suis dit, en fait, c'est quelqu'un que j'ai envie de connaître. Et j'ai vu ton offre, celle dont tu parlais sur LinkedIn, justement, où c'est très bien fait parce que, en fait, ton offre est très bien pensée de A à Z, puisqu'on sent que tu as vraiment travaillé aussi l'aspect marketing de ton offre. C'est pas seulement... moi, je le sens, en fait, quand je vois une offre sur Internet, parce que je suis dans le domaine du digital et du marketing aussi. Et j'ai senti cette volonté de bien faire. Et c'est ça qui m'a aussi attiré et m'a donné envie de suivre ta formation, Le Grand Bain. Yes, ouais, tout à fait. Ce côté marketing, j'avais en tête que tu peux avoir la plus belle offre du monde si personne n'en entend parler, si personne ne comprend la valeur qu'il y a dedans, c'est une coquille vide. Et donc, vu que j'avais une volonté très forte d'aider les gens, je savais qu'il fallait que mon message arrive à leurs yeux, à leurs oreilles. Et donc, faut travailler cet aspect valeur perçue. Ça ne doit pas impliquer de négliger la valeur intrinsèque du produit et de l'accompagnement ou du service. Mais encore une fois, si tu as le meilleur produit ou le meilleur service du monde, mais que personne n'en entend parler, ça ne sert à rien et tu vas rester dans les méandres de LinkedIn ou de n'importe quel réseau. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à construire le programme d'accompagnement, donc ma formation. Initialement, c'était un bootcamp, comme que toi tu avais vécu, où en fait on se réunissait, c'était en ligne, 3 sessions de 2 heures, pendant lesquelles on va vous donner toutes les connaissances nécessaires à la construction d'une stratégie d'investissement optimisée.
on va construire votre stratégie d'investissement et à la fin, on va vous aider à passer à l'action pour que tu puisses commencer à faire tes investissements, les automatiser éventuellement pour que tu passes le moins de temps possible. Et ensuite, on te laisse, t'es autonome. Donc ça, c'était la première version. Et ensuite, maintenant, on est passé sur un modèle plus ample, plus complet, avec des vidéos. Il y a plus de 25 heures de contenu aujourd'hui, des coachings de groupe, un coaching personnalisé, une communauté Discord. Donc, j'ai fait grandir et évoluer le service. Mais initialement, c'était vraiment toi et moi pendant un Zoom et on discute. C'est ce que j'ai vécu et j'ai appris énormément de choses. J'avais des bases, si tu veux. J'avais déjà investi en bourse dans des actions. Des valeurs que j'avais sélectionnées, etc. Mais en fait, ta vision, elle est très complémentaire avec ce que je connaissais avant. Et ça m'a permis de découvrir notamment les ETF et la gestion passive que toi, tu préconises en termes de gestion de ces investissements. Donc, j'ai appris énormément de choses dans ce domaine grâce à ton bootcamp. Écoute, merci. Tu as été un élève très assidu. Non, mais effectivement, les investissements, les finances personnelles, ça fait peur à beaucoup de gens. Parce que déjà, on parle d'argent. Donc, de base, c'est un sujet qui est relativement tabou en France. Donc, quand quelqu'un parle d'argent, on se méfie. C'est naturel. Mais cette méfiance, elle implique aussi une barrière qu'on s'impose vis-à-vis des connaissances qu'on va pouvoir acquérir. Aujourd'hui, on est surchargé d'informations, de données, de statistiques, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les médias traditionnels. On ne sait pas vraiment qui croire, qui écouter, où est la vérité. Et donc, c'était pour résoudre ce problème de, on va dire, surcharge d'informations que j'ai créé ce bootcamp, cette formation initiale, en me disant que j'allais centraliser, synthétiser les données et les informations les plus qualitatives possibles et surtout qui parlent au plus grand nombre. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui commencent par faire ce qu'on appelle du stock picking, donc sélectionner les actions dans lesquelles on investit. Exactement. C'est une façon de faire, c'est tout à fait une façon de faire. Il y a des gens qui sont intrinsèquement intéressés par l'analyse d'action, l'analyse d'entreprise, ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Donc, il y a plein de concepts auxquels il faut se confronter quand on commence à investir en bourse avec le stock picking. Et la réalité, c'est que ça demande du temps, ça demande des compétences, et tout le monde n'a pas ce temps, tout le monde n'a pas ces compétences. Donc, j'ai voulu construire une formation, des connaissances, apporter des connaissances qui s'adressent au plus grand nombre. Et ce dont le plus grand nombre a besoin, c'est un investissement passif. Tu passes moins de 10 minutes par mois à gérer tes investissements. C'est un investissement diversifié. Les ETF qui sont des paniers d'actions. Donc en une seule transaction, tu t'exposes à des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'entreprises. Et surtout, c'est des investissements performants. Il y a très peu de frais. C'est 0,2% de frais en moyenne contre la plupart des produits banquiers qui sont à plus de 2% de frais annuels. Et c'est des produits performants parce que tu peux facilement reproduire la performance moyenne du marché. Performance moyenne que 95% des fonds d'investissement professionnels échouent à battre. Donc, mis bout à bout, tous ces éléments font que la meilleure façon pour investir en bourse, c'est d'investir via des ETF de façon large, diversifiée, en réduisant au maximum les frais. Point, barre. Tout le reste, c'est pour des gens qui sont intéressés par ce sujet et qui veulent y passer plus de temps que la moyenne. C'est très bien, mais ce n'est pas la majorité. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est ce que j'ai découvert dans le bootcamp. C'est qu'au final, on donne beaucoup de complexité sur un sujet. Par exemple, les ETF, comme tu le disais, en fait, c'est un indice qui est, comme tu dis, qui est auto-nettoyant, qui permet finalement d'investir sur le long terme. Quand on voit les performances des indices, c'est assez impressionnant en termes de rentabilité, ce que ça peut donner. Je crois que le S&P 500, c'est autour de 10% de rentabilité, par exemple, sur le long terme. Alors, les marchés financiers, si on prend les marchés internationaux, si on ne veut pas se concentrer uniquement sur les États-Unis, parce que c'est un biais, il y a des gens qui ont une forte conviction des États-Unis, ils ont le droit, mais ça reste un biais. Donc mais c'est quand même 60% de la capitalisation Exactement, mondiale des actions, donc c'est un marché énorme. Tout à fait. Donc c'est la première. Aujourd'hui, les marchés américains, c'est les marchés les plus performants au monde depuis quelques décennies maintenant. Donc si on ne se concentre pas sur les marchés américains et qu'on prend de façon plus large, plus diversifiée, on est plus aux alentours des 7-8% par an de performance, ce qui est tout de même colossal.
hein, T'inclus les marchés émergents, la Chine, tous ces marchés. Alors, même en restant dans les pays développés, vu que D'accord. là, les 10 dernières années, on n'a pas eu des bonnes performances dans les marchés émergents, si on prend en compte vraiment toute la capitalisation boursière mondiale, on est plus aux alentours des 5 à 6%. D'accord. Et encore en étant relativement net d'inflation. Si on prend les marchés développés, c'est plutôt autour de 8%. Et si on prend les marchés américains, qui sont les plus performants de ces dernières décennies, effectivement, c'est plus autour des 10% par an. Donc c'est colossal, c'est monumental. Faire plus de 10% par an avec du stock picking, c'est très très difficile. Ça demande beaucoup de temps, comme je l'ai mentionné. Et finalement, c'est pas un temps que la majorité des particuliers voudraient passer devant leur écran à sélectionner des entreprises. Alors, toi, comme on le disait au début, tu es solopreneur. Et en plus, tu as cette casquette effectivement d'expert en gestion des finances perso. Quel conseil, parce que comme The Freeway, c'est vraiment porté sur le freelancing au sens large, tu pourrais donner à notre audience qui nous écoute, justement en termes de gestion des finances perso quand tu es freelance? Parce que le freelancing, c'est un domaine qui recoupe plein de métiers différents, avec plein de variations de cash flow aussi différents. Et parfois, on est confronté à une irrégularité des revenus. Donc, je pense pour moi en tout cas que le but, c'est d'être pérenne dans son activité, de pouvoir développer une activité sur le long terme et que tu puisses finalement te rémunérer suivant tes ambitions. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement pour bien gérer ses finances perso dans ce contexte? Qu'on soit indépendant, qu'on soit freelance, qu'on soit salarié, la priorité numéro 1, quand il s'agit de gestion de ses finances personnelles, c'est la sécurité financière à court terme. Si on n'a pas cet élément dans sa trésorerie, dans ses comptes d'épargne, on a une pression qui peut ne pas être dérangeante pour certaines personnes, mais qui l'est pour la majorité. Ne pas avoir plus de 3 mois de dépenses perso sur des comptes, sur des livrets sécurisés et qu'on n'y touche pas, ça peut apporter un certain stress pour beaucoup de personnes, qui est parfaitement légitime, et c'est normal, parce qu'on a vécu des imprévus, des aléas, qui font qu'on a parfois l'obligation de sortir une certaine somme d'argent. Certaines personnes ont la chance de pouvoir être aidées par des proches, des parents, des amis, des conjoints. D'autres n'ont pas cette chance. Donc quand on n'a pas cette chance, et même si on l'a, j'ai envie de dire, c'est pas une justification, on doit assurer sa sécurité financière à court terme en ayant de l'épargne. Combien d'épargne ? 3 à 6 mois minimum de ses dépenses mensuelles placées sur des livrets. Livret A, livret de développement durable et solidaire, peu importe. L'important, c'est que le montant soit garanti, le capital soit garanti, donc il ne risque pas d'y avoir une baisse, et surtout qui est très liquide. Ça veut dire que vous pouvez récupérer à tout moment. Une fois qu'on a cette épargne de précaution, pour les freelances spécifiquement, je recommande d'avoir également ce qu'on appelle un matelas de sécurité professionnel. Donc là où l'épargne de précaution, c'est vraiment pour les aléas de la vie perso, le matelas de sécurité pro, il va être dédié aux mois d'activité. On va piocher dedans les mois d'activité où il y a un petit peu moins de rentrée d'argent, on fait un petit peu moins de chiffre d'affaires. Comme tu l'as dit très justement, il y a des freelances qui ont des revenus très variables de mois après mois. Certains, c'est lisse, tant mieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, pour pallier à ces mois d'activité plus creux, je recommande d'avoir sur un autre compte, ça peut être versé en perso ou ça peut même être resté dans la trésorerie d'entreprise. Toujours avoir en tête tout de même qu'il va y avoir des charges à se verser et à payer en plus. Mais l'important, c'est d'avoir au moins 3 mois, d'accord, de ce qu'on se verse habituellement, donc en salaire. Si on le laisse en trésorerie, on doit l'avoir de positionné, de disponible à tout moment. Ça ne doit pas rentrer dans les charges habituelles. C'est vraiment en plus, extra. Idéalement, c'est même sur un autre compte professionnel. Et cette somme-là, c'est celle dans laquelle on va aller piocher les mois où l'activité est un petit peu plus creuse pour ne pas avoir à aller piocher dans l'épargne de précaution. Parce qu'encore une fois, l'épargne de précaution, c'est pour les urgences, c'est pour les aléas de la vie, c'est pas pour les mois d'activité un peu plus creux. Parce que c'est pas parce que tu as un mois d'activité creux que tu vas pas avoir une urgence personnelle. Donc, une fois qu'on a ces deux éléments-là, on est, on va dire, solide sur ses appuis. On est beaucoup plus serein sur notre capacité à tenir financièrement dans la durée, d'un point de vue pro et d'un point de vue perso. C'est probablement le conseil numéro 1 et c'est celui qui va apporter le plus de sérénité aux freelances. Tu sécurises ton activité grâce à ce matelas, en fait. Tu sécurises ton activité, tu sécurises ta vie personnelle. Ta vie perso aussi. Ça, c'est le premier élément.
Le deuxième élément, c'est probablement, encore une fois, pour les freelances qui ont des revenus un peu variables, d'avoir une anticipation sur de combien j'ai vraiment besoin. Parce que je pense que ça, c'est le conseil, enfin plutôt le stress numéro 1 pour beaucoup de freelances, c'est de se dire, ok, je vais essayer de faire du chiffre d'affaires, mais bon, je vais essayer de faire mon max, mais ils ne chiffrent jamais précisément de combien ils ont vraiment besoin. Et de ne pas avoir ce chiffrement précis, ça empêche d'être serein sur la somme nécessaire dont on va avoir besoin pour vivre normalement et vivre tranquillement. C'est pourquoi, moi, j'invite les freelances à faire un suivi de leurs dépenses. Je ne dis pas de compter au centime près, je ne dis pas de faire ça à chaque fois que vous faites une dépense, mais une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, éventuellement. Faire un bilan de combien est-ce que vous avez dépensé en moyenne sur ces 2 semaines ou sur ce mois. Tu gagnes en visibilité, en fait. Exactement. Il faut savoir véritablement, concrètement, de combien j'ai besoin. Tellement de freelances aujourd'hui sauraient dire combien ils gagnent, mais très peu sauraient dire combien ils dépensent. Combien est-ce que tu dépenses pour ta vie perso? Combien est-ce que tu dépenses avec tes charges professionnelles? Si tu n'as pas ce chiffre en tête, tu es dans le flou. Et être dans le flou, ça apporte une incertitude, ça apporte un stress dont les freelances se passeraient bien. Et même en termes de gestion saine de ses finances, pour le forecast, planifier. Exactement. Au final, pour développer ton activité. Exactement. C'est, pour moi, la base, la deuxième base après la sécurisation, c'est de savoir de combien je vais avoir besoin pour vivre sereinement. Une fois qu'on a ce chiffre en tête, on va pouvoir le décomposer en se disant, je voudrais, par exemple, faire 3 000 € de chiffre d'affaires par mois ou peu importe. Pour faire 3 000 €, j'ai une offre d'accompagnement à 100 € et je vends un produit à 50 €. Je dis n'importe quoi. Il faut que je vende 15 produits à 100 € et 30 produits à 50 €. Et donc, hop, j'ai mes données chiffrées, j'ai mes objectifs chiffrés de vente pour tel produit et pour tel service. Et une fois qu'on a ces chiffres-là, on va se dire, très bien, pour faire ces 30 ventes, j'ai sur le mois 4 semaines, j'ai 20 jours, je dois vendre un peu plus d'un produit par jour. Et donc, on va pouvoir mettre en place les actions pragmatiques pour pouvoir faire ces ventes chaque jour ou éventuellement les concentrer. Mais l'important, c'est que je sais que j'ai un objectif de 20 ou de 30 ventes en fin du mois. Voilà comment est-ce que je peux les décomposer. Voilà les actions que je dois mettre en place. Voilà les offres que je dois créer. Voilà le site web que je dois mettre en place. On peut décomposer en micro-actions les étapes qui vont permettre d'arriver à notre objectif financier, à notre objectif chiffré. Et c'est comme ça qu'on y arrive de façon saine, pérenne et surtout sereine. On a un plan, on sait où on va et on sait que si on atteint cet objectif d'action, encore une fois d'action, à mettre en place, on va atteindre nos objectifs financiers. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire, moi, mon objectif, c'est uniquement de faire 3 000 € de chiffre d'affaires. Ok, mais ça ne veut rien dire en fait. Alors que dire, je vais aller contacter, je vais faire du call call, je vais appeler 100 mecs dans ma cible, je vais aller envoyer 50 emails dans ma cible, je vais aller créer du contenu sur LinkedIn, je vais créer 3 posts par jour pendant 6 mois sur LinkedIn. Ça, c'est des actions très concrètes. Avoir des objectifs de moyens, c'est beaucoup plus sain qu'avoir des objectifs de résultats. Et d'avoir des objectifs de résultats, on peut se frustrer en se disant j'ai pas atteint mes objectifs. Oui, mais encore une fois, ça prend du temps. Parfois, il y a des aléas qui font que tu peux avoir mis les meilleures actions en place. Tu vas pas forcément tout de suite, en tout cas, avoir des résultats. Mais c'est pas grave. Tant que tu as suivi ta ligne directrice, tant que tu as mis en place les actions que tu avais dit que tu mettrais en place, c'est bon, tu as fait le taf. Et maintenant, il faut continuer et rien lâcher. C'est hyper pertinent pour moi parce que, en fait, quand tu gagnes en visibilité, comme tu dis, sur tes dépenses, sur ce qui rentre aussi, c'est là aussi que tu peux optimiser ta situation de façon globale. Par exemple, tu peux chercher des solutions pour optimiser ta gestion de trésorerie. Par exemple, tu peux mettre ton argent dans un dépôt à terme si c'est mieux rémunéré que je ne sais quel compte de ta banque, par exemple. Et donc, ce que tu dis là, pour moi, c'est un peu la next step quand tu es freelance, c'est-à-dire c'est comment tu te développes en fait. Comment tu utilises, comme tu disais, un peu ton business model quand tu parlais de par exemple, facturer 10 fois 300 € ou 10 fois je ne sais quel prix. Mais après, ton business model, comment il est propulsé par une gestion saine et une optimisation de ta situation
au global, en fait. Ouais, tout à fait. La gestion de ses finances personnelles, on doit être un chef d'entreprise. Quand on est freelance, on est un chef d'entreprise. On doit gérer sa trésorerie comme on gérerait ses finances perso. On doit gérer ses finances perso comme on gérerait sa trésorerie. Et il y a un tel décalage pourtant dans la pratique entre ce que font les freelances avec leur argent perso et ce que font les freelances avec leur argent, enfin leur trésorerie leur trésorerie professionnelle. Pourtant, les deux, comme je l'ai dit juste avant, doivent se gérer de façon assez similaire. On assure la sécurité à court terme, donc les besoins en fonds de roulement, voilà, les charges habituelles de la trésorerie. Et le reste, on voit comment est-ce qu'on peut l'investir. Si jamais il n'y a pas de delta entre nos dépenses et nos revenus, en fait, on stagne. On fait du surplace. On est sur un tapis de course. Et donc, tu vas jamais avoir cette bouffée d'air où tu vas dire, OK, là, j'ai 3 mois de dépenses devant moi, ou j'ai 6 mois de dépenses devant moi. Bon, ça va me permettre de faire quelques investissements qui, sur le long terme, ont pour objectif de me rapporter plus. Mais à court terme, c'est pas forcément l'objectif. Avoir une vision long terme, que ce soit dans la gestion de ses finances personnelles, que ce soit dans la gestion de son entreprise, d'activité freelance, c'est toujours un avantage compétitif monumental. Il y a trop de particuliers comme de freelance qui ont une vision court terme sur la gestion de leur argent, la gestion de leur vie, alors que d'avoir une vision long terme, ça permet de prendre des décisions qui vont, sur le long terme, se composer, le principe des intérêts composés, et donc prendre une longueur d'avance sur tous ceux qui voient à court terme et qui se disent, si jamais je dépense 100 et que je gagne 150, je vais pouvoir dépenser 50 en plus. Là, derrière, tu fais du surplace. Alors qu'avec une bonne gestion de sa trésorerie, tu peux demain investir, tu peux recruter des gens, tu peux faire de l'automatisation, tu peux faire du marketing, tu peux faire de la communication, tu peux tellement de choses qui vont te bénéficier et vont développer de façon exponentielle ton activité, chose que la plupart des gens ne feraient pas parce que de toute façon, ils n'ont pas ce delta, ils n'ont pas géré leurs finances pour avoir cette bouffée d'air. Alors, tu me parlais d'investissement. Pour moi, c'est vraiment la clé quand tu es une entreprise, même quand tu es freelance et que tu veux te développer. Si tu dois me donner un investissement qui a vraiment fait la différence ces dernières années, qu'est-ce que tu pourrais me dire, que ce soit sur investir sur toi, dans ton activité ou autre? 100% d'investir sur soi. Les compétences, c'est le meilleur investissement possible, c'est ce qui va apporter le meilleur retour sur investissement possible. Pourquoi ? Parce que généralement, selon le format de l'apprentissage, soit du coaching, soit une formation, généralement tu vas payer une fois, peut-être un abonnement, mais c'est pas le sujet. Tu vas payer une fois, tu vas acquérir des compétences qui vont te rapporter sur toute ta vie. Donc, ce qu'on appelle un peu la lifetime value, c'est-à-dire combien ça va te rapporter sur le long terme, très long terme. Les compétences, c'est ce qui est le plus intéressant, le plus générateur de valeur. Donc, les compétences, après, à chacun de définir quelles sont les compétences qu'il veut développer. Toi, tu avais décidé de monter en compétences sur la partie finance personnelle, sur la partie investissement. Et donc, ça te sert aujourd'hui à la fois dans ta vie perso et dans ta vie pro. Demain, tu veux faire des cours de cuisine, très bien, tu vas prendre des cours de cuisine, mais dis-toi que les compétences, les plats que tu vas apprendre à faire, la petite touche du chef que tu auras acquise, elle va te servir toute ta vie. Donc derrière, le retour sur investissement, il est monumental, il est colossal. Donc on peut investir dans des placements financiers, dans l'immobilier, dans les crypto-monnaies, tout ce que tu veux, et c'est intéressant pour des personnes qui veulent développer autre chose que des compétences à eux, parce qu'encore une fois, c'est tout le débat entre les revenus actifs et les revenus passifs. Tu peux investir par exemple dans la bourse ou dans les cryptos, c'est relativement passif, mais voilà, tu vas pas non plus aller chercher à développer, à démultiplier ton capital et ton patrimoine pas rapidement. Tu peux le faire, mais ça prend du temps. Par contre, si tu investis dans des compétences à toi, c'est pas du tout impossible qu'un freelance demain il puisse faire du plus 50%, plus 100%, plus 200% sur ses revenus. C'est des chiffres, c'est des rendements, entre guillemets, que tu n'obtiendras jamais avec des investissements traditionnels. D'accord ? Un freelance qui se forme, il peut faire x2 sur son CA, x3 sur son CA. Quelqu'un qui investit en bourse, il peut faire x2, x3, mais ce n'est pas pérenne. Et sur le long terme, ce n'est pas l'objectif. C'est ce que je constate aussi pour ma part. Je pense que ça peut même être exponentiel. Et moi, je dis souvent, en fait, il ne faut pas être cheap quand il s'agit d'investir sur soi. Parce que potentiellement, c'est ça qui peut faire accélérer vraiment le business. Parce que tes compétences, tes soft skills,
C'est ça qui te propulse en fait. C'est ça vraiment qui fait la différence. Complètement. Et surtout, un élément clé que j'ai appris avec l'expérience, c'est si tu cherches à te vendre cher, et notamment pour des freelances, peut-être qui sont à la journée, peut-être qui sont à la mission, peut-être qui sont à l'heure, peu importe. Si tu n'es pas prêt à payer un coaching, une formation, un accompagnement, un produit, un service, peu importe, cher, tu ne pourras pas vendre cher. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte le jour où j'ai commencé à mettre en place des coachings one-one, donc avec des particuliers ou des professionnels qui voulaient améliorer la gestion de leur trésorerie. Et en fait, moi-même, j'étais pas hyper serein, pas hyper à l'aise. J'avais jamais, par exemple, vendu, je sais pas moi, payé plutôt. J'avais jamais payé un coaching, je sais pas, 200 € de l'heure ou 300 € de l'heure. Mais j'avais jamais non plus facturé ce prix-là. Et je me suis rendu compte que j'ai jamais facturé ce prix-là parce que j'avais jamais payé ce prix-là. Si jamais tu te mets pas dans cet état d'esprit de payer cher pour vendre cher, tu vas rester à payer peu, mais pour vendre peu. Et ça, c'est indissociable. Si tu as ce blocage, pas uniquement financier, mais psychologique. Il est peut-être même avant tout psychologique. Et il est avant tout psychologique. Il est avant tout psychologique. Si tu es restreint, pas à l'aise avec le fait de payer un service, on va dire high ticket, haut de gamme, tu ne pourras pas, tu ne te sentiras pas à l'aise, tu ne te sentiras pas légitime de vendre, entre guillemets, haut de gamme. Et donc, aujourd'hui, tu vois, moi, mes heures de coaching en one-one, elles sont à 300 € de l'heure. J'aurais jamais imaginé faire ça si j'avais jamais payé dans ma vie des coachings à 300, à 400, à 500 € de l'heure. Chose que j'ai faite. C'est justement parce que j'ai débloqué cet élément en me disant, en fait, ça se fait de payer ces prix-là parce que tu veux de la qualité. Et c'est pas uniquement d'un point de vue psychologique perso, c'est même d'un point de vue client. Quand tu te positionnes high ticket, immédiatement, la valeur perçue, elle est plus importante. Tu vends un truc à 20 €, la personne, elle va pas se dire, waouh, le produit ou le service va être de qualité très élevée. Faut que ça soit cohérent, en fait. Exactement. Donc, si jamais tu veux te donner, encore une fois, ça peut être un positionnement de vendre des produits et des services à bas coût, il n'y a pas de souci. Mais si jamais tu cherches à te positionner high ticket, il faut être prêt à payer du high ticket. Tu vas débloquer cet élément-là, tu vas pouvoir te positionner parce que tu te sentiras plus légitime. Le client en face, il va se dire, OK, s'il y a ces prix-là d'afficher, c'est qu'il est solide sur ses appuis, c'est qu'il sait de quoi il parle, et c'est qu'il sait qu'il va m'apporter la valeur adéquate associée. Et au-delà, encore une fois, au-delà du côté perso-psychologique, au-delà du côté visibilité pour le client, enfin image qu'on se donne, le type de client qu'on attire quand on est high ticket n'a rien à voir avec des clients, on va dire, qui payent des petites sommes. Et quand je dis rien à voir, c'est pas une question de CSP ou de revenus. C'est une question de sympathie et de chiant, en fait, aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais autant de clients chiants que quand tu vends des produits low ticket. Tu peux vendre un produit à 20 €, à 30 €, à 50 €. Du coup, tu fais plutôt de la masse. Du coup, tu attires, entre guillemets, un peu n'importe qui. Et en attirant n'importe qui, forcément, dans le lot, tu vas attirer des gens relous, des gens qui vont t'embêter sur telle phrase ou telle image ou tel sujet de ton produit et de ton service et qui vont se plaindre et qui vont pas être contents. Paradoxalement, quand tu vends du high ticket, donc moi aujourd'hui, ma formation elle est à 1000 €, j'ai jamais eu aussi peu de gens chiants qui achetaient mes services et mes produits que depuis que je suis high ticket. Parce que les gens se disent, déjà, tu n'attires pas la même population. Et cette population-là, elle se dit, OK, j'ai payé un produit cher, j'en attends de la qualité. Bien sûr, il faut que moi, derrière, je délivre. Mais à partir du moment où tu délivres, la personne, elle s'est engagée, elle s'est investie, il y a eu du commitment en faisant un prix, en payant un prix élevé. Et donc, derrière, les gens qui sont commit, qui sont investis, ils vont obtenir de meilleurs résultats. Ils obtiennent de meilleurs résultats, ils sont plus satisfaits. Ils te disent, Charlie, ton accompagnement, ta formation, elle était super. Et tout le monde est content. Tu vends plus, tu gagnes plus d'argent et tes clients sont plus satisfaits. Le high ticket, c'est le Graal. Mais encore une fois, la condition, c'est derrière de pouvoir délivrer la qualité attendue. Bien sûr, bien sûr. Disons que quand tu es prêt à payer un certain prix, c'est que tu sais ce que tu veux aussi. Tu sais où tu veux aller. Par exemple, si tu as identifié la gestion des finances perso comme stratégique pour toi, pour ton développement, payer un prix, c'est pas. Finalement, tu sais que ça va être largement rentabilisé par la suite. Et comme tu disais, c'est le mindset finalement.
Tu rencontres après des gens qui sont un peu comme toi, qui pensent un peu avec les mêmes standards de qualité aussi. Et c'est pour ça, c'est marrant, tu vois. En fait, tu es un bon exemple. Initialement, quand je parlais sur LinkedIn de finances perso ou d'investissement, je ciblais pas particulièrement les freelances ou les indépendants. Je parlais à tous les particuliers. Encore une fois, parce que j'ai la conviction que ce sujet est intéressant et important pour tout le monde. Empiriquement, j'ai observé que la population qui venait me voir et qui était touchée par mes paroles ou en tout cas par ma façon de m'exprimer, il y avait une part non négligeable d'indépendants, de freelance entre autres, parce qu'on partage des valeurs. Et donc derrière, d'avoir bien défini, d'avoir renforcé ma ligne éditoriale, de mieux savoir quelles sont les convictions, les valeurs que je veux partager, je vais attirer des personnes qui ont aussi ces convictions qui sont fortes, qui sont ancrées en elles. Et donc, j'attire des freelances comme toi, j'attire des indépendants, il n'y a pas que ça. Mais c'est une part non négligeable parce qu'on partage des valeurs sur l'importance de se former, de monter en compétences, la vision long terme. Tous ces éléments, ça participe à définir qui tu es. Et plus tu vas définir avec précision qui tu es, meilleur sera le ciblage de ton audience et finalement de tes clients potentiels. Et en termes de communication, parce que tu parles de LinkedIn, et c'est vrai que je pense que c'est assez stratégique aujourd'hui d'avoir sa voix qui porte sur LinkedIn. En termes de canal d'acquisition, c'est quoi? C'est 80-70% de ton acquisition client, tu penses? Tu pourrais le chiffrer un peu, cet apport que peut te donner ce réseau social? Oui, bien sûr. Je n'ai pas le chiffre exact, mais de tête, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'acquisition client, LinkedIn, ça doit représenter un bon 70%, allez, entre 60 et 70%, je pense, de mon acquisition client. Parce qu'encore une fois, c'est le canal sur lequel je me suis lancé en premier. Donc aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de 19 000 abonnés sur LinkedIn. Donc quand ça fait 2 ans que tu publies sur un réseau, forcément, tu as une petite audience qui s'est constituée, tu as des gens qui te lisent depuis 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des gens qui, aujourd'hui, deviennent des clients. Quand je parle avec eux pour la première fois, qui me disent « Mais tu sais, Charlie, ça fait 1 an, plus d'1 an que je te lis quasiment tous les jours. » Et donc, tout de suite, tu dis « Bon, effectivement, le côté intérêt composé, vision long terme, ça joue énormément. » Donc, LinkedIn, c'est mon canal numéro 1 parce qu'aussi, c'est un canal relativement professionnel. Pas que je cible uniquement les freelances, encore une fois, mais c'est un canal sur lequel les gens s'attendent à avoir de la valeur, de la qualité. Et donc, tu vois, c'est moins sur le paraître, là où moi, c'est vrai que je travaille pas mal sur le côté marketing, mais plus, on va dire, une fois que tu es rentré dans mes funnels, entre guillemets, c'est-à-dire tu as déjà consommé mes contenus, ça t'a apporté de la valeur. Et donc, derrière, sur le côté vente, bien sûr, il faut mettre en place pour mettre en valeur ton offre. Mais en amont de ça, quand c'est juste pour apporter de la valeur, LinkedIn, c'est concis, c'est du texte. Tu peux mettre une photo éventuellement, mais ça reste extrêmement puissant parce que les gens, quand tu publies sur LinkedIn, que tu as une audience et que tu as du coup pas mal de likes et des commentaires, bref, de la preuve sociale, quand tu as une preuve sociale sur un réseau qui est considéré comme sérieux, les gens, par association, te considèrent sérieux. Tu pourrais aussi faire ça sur TikTok, sur Instagram, mais vu que c'est des réseaux qui sont considérés un peu moins sérieux, mécaniquement, tu vas être associé à une image un petit peu moins sérieuse. Et je sais pas, j'aurais pu écrire des articles dans un journal traditionnel. Là, c'est encore plus sérieux, mais voilà, c'est pas forcément mon audience, c'est pas ma cible, c'est pas ma façon de m'exprimer, donc je suis pas allé vers ça. Mais le point, c'est de trouver le canal qui permet d'associer son image à l'image du canal, finalement, à la qualité du réseau. Et donc, si tu veux être considéré comme sérieux, tu vas plutôt aller sur LinkedIn. Tu vas être considéré comme sympa, peut-être un peu plus lifestyle, tu vas aller sur Instagram. Tu vises les jeunes, tu vas plutôt aller sur TikTok. Donc, il faut trouver son canal. Rien n'empêche, et là ça en vient à mon point suivant, d'en avoir plusieurs. Moi, j'ai LinkedIn qui est aujourd'hui, je pense, mon principal, mais j'ai commencé à pas mal développer YouTube parce qu'encore une fois, il y a mon audience dessus, parce que c'est un canal que j'apprécie personnellement. Je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, donc c'est un canal dans lequel je me sentais à l'aise. La vidéo, l'audio, ça c'est aussi important. Donc YouTube, ça devient mon deuxième canal, et je pense que 2024, je pense que YouTube va dépasser LinkedIn. Et en troisième, donc quand je dis YouTube, c'est pour des vidéos YouTube, Facecam classique, mais j'ai aussi mon podcast Le Grand Bain,
dans lequel j'invite des experts, des personnalités de l'investissement, des finances personnelles, aussi un petit peu d'entrepreneuriat et de business. Et donc, c'est un canal sur lequel je suis à l'aise parce que voilà, j'aime bien parler au micro, j'aime bien parler avec des gens. Et enfin, le dernier élément qui est souvent négligé, mais qui n'est absolument pas à négliger pour les indépendants qui se lancent, c'est, je dis ma newsletter, mais c'est plus généralement une base mail. Donc la base mail, c'est le mail de tous les gens qui ont consommé tes contenus et qui ont laissé leur mail pour recevoir un e-book, pour recevoir un accès à une formation, peu importe. Cette base mail, c'est le trésor de guerre, on dit, des indépendants. Demain, mon compte LinkedIn se fait shutdown, ma chaîne YouTube se fait shutdown. Tous ces éléments-là ne sont pas en mon contrôle. Demain, je ne sais pas, il y a une réglementation qui change, on n'a plus le droit de parler d'investissement sur les réseaux. Bref, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je perds toute mon activité. Pour éviter ça, je me détache des réseaux algorithmiques et je possède ma base client, ma base mail. Donc aujourd'hui, tu vois, sur ma newsletter, j'ai un peu plus de 11 000 personnes. Donc ça fait un petit peu de monde. Mais cette base mail-là, elle est à moi. Et donc, demain, on ne pourra jamais me la retirer. Être propriétaire de son audience, c'est fondamental. Tu peux développer ta visibilité avec des canaux d'acquisition organique, donc des canaux avec des effets, on va dire, de viralité, YouTube, Insta, TikTok, peu importe. Mais c'est fondamental de ne pas négliger sa base mail, parce que c'est là où tu vas pouvoir te reposer. C'est tes appuis sur lesquels tu dois compter le jour où demain les plateformes évoluent et tu n'as plus forcément la visibilité que tu pensais avoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est aussi un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est pour ça aussi que j'ai aussi lancé ma newsletter il n'y a pas très longtemps. Tu as bien raison. Newsletter, mais aussi site web. Parce que, comme tu le dis, une plateforme, ça ne dépend pas de toi. Un site web, tu achètes le nom de domaine, ça t'appartient. Donc c'est complètement différent en fait. Et aussi, je pense que plateforme, site web, newsletter, c'est hyper complémentaire. Ça fait partie d'une stratégie en fait, qui peut être d'acquisition via un tunnel d'acquisition, de vente, etc. Et tous ces aspects-là que tu as très bien décrits, en fait, c'est hyper important d'en avoir conscience. Et dans mon domaine aussi, parce que je suis consultant, beaucoup de gens passent par des intermédiaires. Donc, tu vois, par exemple, Malte, très connu, tu en as beaucoup d'autres. Toi, tu es passé aussi par une société de conseil, donc c'est un intermédiaire sur le marché. Et je pense qu'on doit constituer des actifs, en fait, en tant qu'indépendant, pour ne plus dépendre à 100%, mais au moins décorréler un petit peu ce risque qui existe, en fait. Et il ne faut pas se leurrer, en fait, que tu sois freelance sur une plateforme comme Malte ou que tu sois sur LinkedIn, sur un réseau social. Il y a un risque, en fait. Tu as un risque de plus pouvoir faire ce que tu fais depuis toujours. Et ça, il faut développer des actifs. Il faut développer ce type d'actifs. C'est toute la différence entre être locataire de son audience, de sa prospection, et être propriétaire. Quand tu es sur les plateformes, les réseaux algorithmiques, Malte et compagnie, tu n'es que locataire. Tu as une audience, tu as peut-être des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. Mais comme je l'ai dit, demain, ils changent l'algorithme, ils changent la visibilité, ils ferment ton compte, peu importe. Tous ces éléments-là qui ne sont pas en ton contrôle, tu es dans la mouise. Malte, pareil, demain, tu sais pas, ils peuvent changer, ils peuvent décider de partir en mode vachement marketing. Et en fait, pour monter dans les classements, pour avoir plus de visibilité, faut payer ou voilà, je sais pas ce qui pourrait se passer demain. C'est pas en mon contrôle, tu es dans la mouise. La base mail, le site internet aussi éventuellement, c'est la propriété, c'est ta propriété à toi et ça te permet vraiment d'être beaucoup plus solide sur tes appuis, beaucoup plus serein au quotidien, de posséder entre guillemets cette audience et aussi c'est l'intérêt de pouvoir, on va dire, les contacter pour pour des besoins peut-être plus ponctuels du style j'ai un questionnaire, je voudrais partager ça à ma base mail, à mon audience, pas à n'importe qui. Voilà, j'ai ma liste de 1000, 5000, 10 000 personnes. Je peux les contacter, je peux leur proposer un petit questionnaire. Voilà, je sais que c'est des gens qui me suivent, je sais que c'est des gens qui consomment déjà mon contenu. C'est une certaine cible donc c'est pas n'importe qui va remplir ce questionnaire par exemple. Et donc derrière, je pourrais traiter les informations, les données reçues avec beaucoup plus de pertinence. Exactement. En fait, c'est une stratégie. Quelle est ta stratégie? Et derrière, tu te donnes les moyens d'exécuter en fait. C'est complémentaire. C'est complémentaire et il faut avoir les deux. Exactement. Et je voulais te poser une question par rapport à tout ce que tu développes, parce qu'en fait, tu développes énormément de choses. Tu parlais de newsletter. Ta newsletter, je la lis régulièrement, c'est hyper travaillé.
Tu donnes énormément de valeur dans ce que tu produis. Tu produis aussi un podcast, tu produis une formation. Et tout cet écosystème, en fait, ça fait le Grand Bain, ça fait ton offre d'accompagnement. Comment tu perçois un peu ton évolution dans cet écosystème que tu es en train de créer? Quelle est ta vision par rapport à ton développement avec le Grand Bain et ce que tu veux faire? En regardant autour de moi dans le sens d'autres indépendants qui se sont lancés à peu près en même temps, ou un petit peu avant, ou un petit peu après, je compare les courbes de progression et va définir progression, mais on va dire la métrique peut-être un peu objective, ce serait le chiffre d'affaires, hein, concrètement. Je sais que ça allait très vite. Il y a 18 mois, le Grand Bain, ça n'existait pas. Donc, en 18 mois, atteindre la visibilité que j'ai aujourd'hui, atteindre le chiffre d'affaires, tu vois, 2023, c'était ma première année. Toute première année, j'étais encore salarié avant. J'ai fait un petit peu moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires, avec 60-70% de marge, parce que le service, c'est très margé, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même... j'ai retrouvé quasiment le salaire que j'avais quand j'étais consultant. Enfin, oui, je l'ai retrouvé. Et surtout, j'ai réussi à stabiliser, en fait, à profiter des intérêts composés sur le développement de mon audience, sur le bagage de compétences business que j'ai acquis. Et j'ai jamais arrêté de me former. Donc, je sais que c'est allé très vite, mais parce que day one, j'avais mes allocations chômage, mais j'ai jamais compté dessus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, qui ont les allocs parce que c'est utile pour se lancer. C'est très très bien. Je ne peux que recommander, si vous pouvez avoir les allocations, en bénéficier, faites-le. Parce que ça apporte un confort, une sérénité, une sécurité sur laquelle on ne peut pas s'asseoir quand on est indépendant. Mais j'ai day one voulu chercher à faire du cash. Donc, je me suis formé, je me suis dit, OK, quelle offre je peux construire? J'ai parlé à beaucoup de gens, j'ai échangé pour comprendre le besoin, j'ai construit mon offre derrière, je l'ai distribuée avec mes différents réseaux, j'ai reçu des feedbacks. Avec les feedbacks, j'augmentais le prix de mon offre, j'apportais de la preuve sociale, les témoignages, hop, je les affichais sur ma page. Donc, j'ai constamment été dans un process d'itération et d'amélioration continue. Et quand tu es dans ce mindset d'itération et d'amélioration continue, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, ton offre s'améliore. Tu augmentes tes prix, tu vends plus à plus de personnes. Et donc, il y a un effet boule de neige, c'est un effet ciseau, hein, qui te permet pas d'exploser. Je dis pas que j'ai explosé, mais je dis que c'est allé très vite. Et j'ai conscience que c'est allé très vite par rapport à beaucoup de personnes. Mais parce qu'encore une fois, j'étais dans ce mindset de je cherche constamment à m'améliorer et je vois à long terme. L'entrepreneuriat, c'est être capable de faire une certaine chose très longtemps sans avoir des résultats immédiats. Et malgré l'absence de résultats, continuer, s'améliorer constamment. Si tu as ces deux éléments-là, tu as cette vision long terme et tu as cette volonté de t'améliorer constamment, d'itérer sur ce que tu proposes, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Ceux qui échouent, c'est soit des gens qui n'ont pas fait ça assez longtemps et qui ont laissé tomber parce qu'ils n'ont pas eu les résultats escomptés dans le temps voulu. Soit c'est des gens qui se frappent la tête contre un mur pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et qui se disent je comprends pas, le mur il n'est pas tombé. Parce qu'ils n'ont pas cherché à s'améliorer. Parce qu'ils n'ont pas levé la tête en se disant mais en fait il y a une porte là. J'aurais pu traverser la porte. Et en fait ce que je fais depuis 6 mois c'est pas la bonne chose. La bonne chose à faire c'est de prendre un peu de recul, de voir ce que tu fais. Qu'est-ce qui marche pas? Si ça marche pas, tu changes, t'améliores. Et si tu le fais assez longtemps, t'es sûr de réussir. C'est la capacité à se remettre en question et aussi à persévérer. Exactement. Itérer, persévérer et ne rien lâcher. Et si jamais tu fais ça pendant assez longtemps, t'es sûr de réussir. Je pense que c'était un très beau message pour conclure notre épisode. Merci beaucoup pour tous ces conseils et ton parcours qui me passionne et qui m'a beaucoup inspiré. Parce que dans The Freeway, il y a une part du Grand Bain, pour être honnête. Je me suis inspiré de ce que tu fais. C'est honnêtement très, très qualitatif. Et du coup, je vais continuer dans cette optique de proposer du contenu de qualité. Donc, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi aujourd'hui.
C'est moi qui te remercie, hein, et sincèrement, si j'ai pu, c'est aussi un petit peu ce que je fais. Le grand bain, certes, on parle d'investissement, on parle de finances perso, mais de plus en plus, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle de se développer son activité, mais se développer aussi en tant que personne. Et voilà, j'ai des personnes parfois qui me disent ah bah tu m'as motivé à lancer une newsletter ou tu m'as motivé à lancer un podcast. Ouais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les a motivés à lancer un podcast audio puis vidéo en studio comme on est là, c'est super. Et bah moi s'il y a des personnes que ça a pu aider. Et en plus, pour derrière avoir des projets et des résultats super comme tu fais avec The Freeway, moi, c'est tout bénef, c'est que du bonheur. Donc, moi, je te souhaite de continuer avec The Freeway, que ça marche super bien. De toute façon, enfin voilà, quand tu te donnes les moyens comme tu fais aujourd'hui, tu es dans la pratique, que je disais, d'itération et d'amélioration continue. Donc, tu n'as plus qu'à continuer. Merci Charles Elias. Et puis, si vous avez des questions par rapport au freelancing, par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à commenter la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt, Charles Elias. Merci Alexis. Merci à toi. À bientôt.